étage. Ok, c'est parti. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Qu'est-ce que la pop culture ? La pop culture, abréviation de culture populaire, est un mouvement culturel qui se définit avant tout comme étant en opposition avec la culture classique. Là où la culture classique s'adresse à une élite, à des lettrés, à peut-être même une certaine couche de la société selon les époques, la culture populaire s'adresse et est faite pour le peuple en général et toutes les couches sociales. Il faut voir la pop culture comme une sorte de masse d'éléments issus de différents médias, le plus souvent des médias de masse, tels que la télévision, le cinéma, la musique, que tout le monde peut connaître et appréhender de façon extrêmement simple. S'il y a bien un mouvement qui a traité de la culture populaire, qui l'a presque théorisé, ou même qui a tout simplement travaillé avec, c'est le pop art. Bon, pour faire vraiment très simple, parce que le pop art c'est très compliqué, on n'a pas le temps, le pop art est un mouvement artistique apparu dans les années 50 en Angleterre et qui se déplace rapidement aux États-Unis. Le pop art va utiliser et intégrer dans ses œuvres de façon pertinente des éléments de la pop culture. Il le fait notamment pour critiquer la société de consommation américaine et l'aspect remplaçable et interchangeable de certains éléments comme les acteurs. Pour bien comprendre le concept de culture populaire et la façon dont on utilise le pop art, il nous faut cette citation d'Andy Warhol. Ce qui est formidable dans ce pays, c'est que l'Amérique a inauguré une tradition où les plus riches consommateurs achètent en fait la même chose que les plus pauvres. On peut regarder la télé et voir Coca-Cola. On sait que le président boit du Coca-Cola, que Liz Taylor boit du Coca-Cola. Et imaginez un peu, soi-même on peut boire du Coca-Cola. Ok, donc pour vous resituer un peu cette citation dans le contexte actuel et surtout dans l'état de la pop culture actuelle, c'est un peu comme Star Wars. Tout le monde connaît Star Wars, le président connaît Star Wars, vous connaissez Star Wars, votre ami connaît Star Wars, et pourtant, vous n'êtes pas tous obligés de l'avoir vu. Star Wars constitue une sorte de base référentielle, une sorte de fond commun que absolument tout le monde connaît et que pourtant pas tout le monde n'a vu. Enfin je veux dire, la majorité des personnes ont vu Star Wars, même les personnes qui n'ont pas vu Star Wars connaissent Star Wars. Ils connaissent l'univers, ils connaissent les personnages, ils connaissent les répliques, et ça c'est exactement la même chose. Et c'est comme ça qu'on définit la culture populaire. La culture populaire, ce sont des références que tout le monde connaît. La culture populaire n'est pas quelque chose de figé dans le temps, ça évolue en fonction des références de l'époque. À l'époque d'Andy Warhol et du pop art, la culture populaire c'était Marilyn Monroe, le coca. À notre époque à nous, ça a totalement changé. Bon, peut-être pas pour Coca-Cola, mais pour d'autres trucs. Par exemple, tout à l'heure je parlais de Star Wars. Star Wars est clairement un phénomène culturel de notre époque. Et aujourd'hui, la culture populaire pourrait s'apparenter à une sorte de mouvement artistique. On peut remarquer que dans les mouvements artistiques, la plupart du temps, des groupes de personnes s'engagent à représenter ces mouvements artistiques. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les geeks. D'ailleurs, j'aime pas du tout le terme geek, je préfère pop culturiste. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le temps, le terme pop culturel évolue, mais ce qu'il définit reste le même. Une sorte de fond référentiel, de masse de références auxquelles toutes les classes peuvent s'identifier, toutes catégories confondues. Et s'il y a bien un média qui a participé à l'essor, la diffusion de la pop culture et qui l'a accompagné dans ces changements, c'est bien... C'est le cinéma. Mais tout à fait, figurine de Skyrim. Tu as tué ma sœur et tu as violé ses enfants. Oh mon dieu, vous en dedans. Age of Tomorrow est un film de science-fiction américain sorti le 4 juin 2014, en plein pendant l'été des blockbusters. Il est réalisé par Doug Liman, un cinéaste notamment connu pour avoir réalisé en 2002 La mémoire dans la peau avec Matt Damon, qui est bien. En 2008, Jumper avec Hayden Christensen, qui est très bien. Et en 2005, Mr. and Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie, qui est un... film. Bon, faut savoir qu'Age of Tomorrow n'est pas un scénario original. Il est adapté d'un light novel écrit par Hiroshi Sakurosaka en 2004, All You Need Is Kill. Et là vous vous demandez certainement qu'est-ce que c'est qu'un light novel. Un light novel est une forme de roman extrêmement populaire au Japon. La plupart du temps écrit en petits paragraphes formant des petits dialogues, il s'adresse à un public de jeunes adolescents.
Le texte est souvent accompagné d'illustrations, et les light novels se retrouvent très souvent adaptés en manga, comme Sword Art Online ou No Game No Life. L'année de sa publication, la light novel a d'ailleurs eu droit à son adaptation à un manga à papier du même nom. Dessiné par, oh mon dieu, Takeshi Obata Sensei. Ok, alors là il faut que je prenne 2 minutes pour vous parler de Takeshi Obata, qui est juste un putain de dessinateur de manga hyper doué, qui travaille généralement avec Tsugumi Oba au scénario, avec lequel il a accouché de chefs-d'œuvre comme Death Note, Bakuman ou Platinum End plus récemment. D'ailleurs j'en profite, si c'est pas déjà fait, pour vous recommander sincèrement la lecture de Death Note et Bakuman, deux mangas totalement différents mais tout aussi géniaux l'un que l'autre, qui traitent d'aspects de la société japonaise comme la reconnaissance sociale, les statuts de mangaka, ou encore de la réalisation des rêves et des buts à atteindre dans la vie. On parle donc d'un light novel japonais avec des codes culturels japonais qui a été adapté en blockbuster américain qui répond à des codes culturels américains. Putain, je me demande comment ils ont géré ça. Après être passé entre plusieurs mains, le scénario du film atterrit finalement sur le bureau de Christopher McQuarrie, qui est, bordel de merde, le putain de scénariste de Usual Suspect. Mon dieu, mais cette vidéo est remplie de gens talentueux. Mais qui est surtout connu pour avoir travaillé sur les films X-Men avec Bryan Singer, un réalisateur qui personnellement me fait penser à une sorte de fusion entre les frères Bogdanov et Benedict Cumberbatch. Christopher McQuarrie a aussi travaillé sur le scénario de The Tourist avec Angelina Jolie et Johnny Depp. Ok, alors c'est quoi votre putain de souci? Pourquoi vous vous sentez tous obligés de faire des films de merde avec Angelina Jolie? Si vous voulez faire des films de merde, prenez des acteurs de merde, arrêtez de prendre Angelina Jolie. Le film s'ouvre donc, comme la plupart des films sur les catastrophes et sur les aliens, par des images tirées de JT. Ok, je trouve ça extrêmement bien pensé. On nous présente tout d'abord des images de JT réelles tirées de notre univers à nous, avec des personnalités qu'on connaît. Il a frôlé l'Oscar. Pour nous présenter petit à petit des images tirées de l'univers fictionnel du film, avec des acteurs. Du coup, cette introduction va nous permettre de partir de notre univers réel à nous en tant que spectateurs vers l'univers fictionnel du film, qui va nous permettre d'avoir un point d'appui pour entrer dans le film. En gros, c'est comme s'il y avait écrit inspiré de faits réels en énorme au début, mais en beaucoup plus subtil. Je sais que ça a l'air totalement anecdotique, mais le film va beaucoup s'appuyer sur des éléments historiques réels, donc du coup c'est important. Enfin bref, après ce générique fort sympathique dans lequel on apprend que petit 1, les aliens ont envahi la Terre. Petit 2, les humains ont développé des armures pour les défoncer. Petit 3, Emily Blunt est considérée comme un héros de guerre parce qu'elle a défoncé plein d'aliens avec une épée pendant une bataille. Et que petit 4, Tom Cruise est le chef de la propagande dans la guerre contre les aliens. On est introduit au personnage de Tom Cruise qui s'en va voir Maugrey Foley dans son bureau, en Angleterre. Maugrey Foley apprend alors à Tom Cruise que le lendemain matin un débarquement va être organisé en France et qu'il a besoin qu'ils soient en première ligne pour pouvoir lui ramener des images. Sauf que voilà, Tom Cruise il a pas envie parce que Tom Cruise il est chef de la propagande, c'est justement pour rester planqué tranquille pendant que les autres se battent. Alors Tom Cruise il lui répond que nenni, je n'irai pas à la guerre. Alors Maugrey Foley lui répond bah c'est ce qu'on verra. Tom Cruise il lui dit vous voulez que je révèle des trucs sur vous général, vous voulez que je dise à tout le monde que vous êtes un petit enculé. Général il dit ok c'est bon on oublie ça. Sauf qu'en sortant de son bureau, Maugrey Foley fait arrêter Tom Cruise parce qu'il est bien décidé à ce qu'il aille à la guerre. Ah oui je vous préviens je vais raconter tout le film comme ça. Ensuite Tom Cruise est réveillé sur la base militaire par un coup de pied au cul. On your feet, maggots! Ensuite il y a Bill Paxton qui arrive et oh, mon dieu, il y a Bill Paxton. Ok, 2 secondes, ça c'est super cool. Il y a Bill Paxton, c'est le mec dans Terminator, dans Predator, dans Titanic, dans Twister. Ce mec a une carrière de fou et putain il est dans ce film et c'est génial. Donc Bill Paxton arrive et il informe Tom Cruise qu'il a été arrêté pour déserterie. Il va donc être envoyé le lendemain matin au front avec l'escouade J qui est composée de, tenez-vous bien, un noir, une fille garçon manqué, un gros un peu con, un mec baraque qui pète la gueule à tout le monde et un mec intelligent. Et Bill Paxton il est tellement badass qu'il leur fait manger leurs cartes. Donc on passe sur toute une séquence où Tom Cruise se fait martyriser par les autres membres de l'escouade. I believe in miracles. But where is the safety? Exactly. Mais putain, il lui explique même pas comment on tire, il voulait qu'il meure ou quoi? Et on revient le lendemain matin sur quelqu'un en train de se préparer. Bloody hell, it's the full metal. On voit Tom Cruise qui essaie tant bien que mal de se déplacer avec son armure. L'escouade est donc transportée jusqu'à leur point de largage où leur avion se fait exploser. Ils se retrouvent tous en plein milieu du champ de bataille, le gros meurt. Et ouais, faut pas être gros dans les films américains. Tom Cruise a toujours l'air d'un con parce qu'il arrive pas à enlever le cran de sûreté de son arme et qu'en plus il a réglé son armure en japonais. Référence! Tom Cruise est totalement perdu, il arrive dans un espèce de trou avec toute son escouade autour de lui, son escouade dit qu'il y a des aliens qui arrivent, qui sont tous en train de se faire massacrer. L'escouade J attendant que les aliens dans leur trou. Tendancieux. En pensant qu'ils vont arriver de l'autre côté, sauf qu'en fait, plot twist, les aliens ils arrivent par en bas, ils défoncent tout le monde. Tom Cruise il est en mode ah putain aidez-moi, il arrive enfin à débloquer son arme qui était quand même en japonais. Alors putain, bravo Tom Cruise, il défonce un alien, il est super fier de lui. Ouais vas-y Tom Cruise, défoncez tous, montre-leur qui... Oh. Oui parce que Tom Cruise tue le premier alien. Il a plus de balles. Il y a un deuxième alien qui arrive qui est absolument immense et oh mon dieu j'adore tellement le design des aliens, on en parlera plus tard. Et comme Tom Cruise c'est pas la petite bitité, et ben il décide de se sacrifier pour son pays et du coup il attrape une Claymore et puis il la met sur son torse comme un vrai héros américain et puis boum il explose avec l'alien. Donc ouais alors visiblement Tom Cruise est pas mort.
Donc du coup, alors il y a Bill Paxton qui lui dit qu'il a été accusé de désertitude et il est présenté à l'escouade J qui est composé de tenez-vous. Mais non mais oh, j'ai déjà raconté ça, je vais pas re-raconter le film, j'ai pas payé pour voir 2 fois le même film, mais rendez le film putain. Bon enfin bref passons, Tom Cruise est renvoyé à la guerre encore, leur avion se fait encore exploser, Tom Cruise y arrive au sol mais cette fois il décide de sauver le gros, parce que c'est pas parce qu'il est gros que c'est pas un être humain. Je connais cette théorie. Et Tom Cruise meurt encore et il revient. Bon, visiblement Tom Cruise a décidé de pas jouer dans le film et de plutôt faire Un jour sans fin avec Bill Murray. Bon, on avance un petit peu dans le film, Tom Cruise comprend rapidement qu'il est condamné à revivre la même journée chaque fois qu'il meurt sur le champ de bataille. Et du coup, il a d'abord une théorie. Il décide d'aller chercher Emily Blunt sur le champ de bataille parce que Emily Blunt c'est quand même une actrice super connue et qui se dit que si elle est là, c'est qu'elle doit avoir un rôle déterminant dans le film et que du coup, eh ben, elle doit être avec lui. Il fait quelques tentatives désastreuses. Puis finalement, il arrive à la trouver, tel le héros super badass qu'il est, en tuant les aliens sans regarder où il tire. Sauf que Emily Blunt elle a pas envie de venir avec lui parce que c'est une femme indépendante. Elle en a marre, elle a déjà été martyrisée par Miranda Presley. Alors du coup elle lui dit plutôt crever que de venir avec toi. Elle se fait exploser dans l'avion et ouais non faut vraiment que je raconte le film en fait. Donc du coup Tom Cruise essaie d'aller chercher Emily Blunt, il essaie de la ramener avec lui. Sauf qu'Emily Blunt elle lui dit Come find me when you wake up. Du coup Tom Cruise va chercher Emily Blunt, on a un plan super badass sur Emily Blunt qui se relève. Et visiblement Emily Blunt aussi essaie de tuer Tom Cruise parce qu'elle s'en bat les couilles, elle arrête pas son entraînement pour que Tom Cruise puisse passer. Tout le monde veut du mal à Tom Cruise dans ce film. Je pense sincèrement que les humains veulent plus de mal à Tom Cruise que les aliens ne lui en veulent. Bon donc Emily Blunt explique rapidement à Tom Cruise qu'elle aussi elle était coincée dans la même journée pendant la bataille de Verdun. Verdun, ça va, tout le monde là. Et que c'est comme ça qu'elle a réussi à botter le cul à plein d'aliens et qu'elle a été badass au début du film. Ils vont voir le mec a tout un aquapobec dans la vie aquatique. Je me souviens totalement plus son nom. Qui demande à Tom Cruise combien est-ce qu'il a de doigts. Non plus sérieusement, il va lui expliquer que petit 1, il ne faut pas considérer les aliens comme plusieurs créatures isolées mais plutôt comme un seul gros organisme. Petit 2, il existe 3 formes d'aliens, les normaux, orange, extrêmement communs, les plus gros, bleus, les alphas, et les très très gros, les oméga, personne n'en a jamais vu. Petit 3, chaque fois qu'un alpha meurt sur le champ de bataille, il envoie un message à l'oméga qui va faire repartir la journée du début en se souvenant de tout. Et que petit 4, comme Tom Cruise a tué un alpha et qu'il a été aspergé avec son sang, c'est maintenant lui qui a le pouvoir de recommencer la journée. Tom Cruise dit que s'il a le pouvoir c'est cool parce que du coup il peut le faire quand il veut et Emily Blunt lui dit que non, il est obligé de mourir pour le faire. Vous êtes perdu dans le film, vous inquiétez pas, Tom Cruise aussi. Emily Blunt explique donc à Tom Cruise qu'il est leur seul espoir pour aller péter le cul de l'Oméga et arrêter la guerre avec les aliens. Sauf que Tom Cruise c'est la petite bitité. Cette fois, oui, ça l'est. Elle commence donc à entraîner Tom Cruise et le tue. Ok, stop. À ce moment-là, le film commence à aborder un point dont j'aimerais bien traiter. L'univers dans lequel évolue Tom Cruise fait énormément penser à un univers de jeux vidéo. Tom Cruise a une sorte de cinématique avant de commencer le niveau qui doit tout le temps se repasser en boucle et qu'il en a super marre à la fin. Il doit s'entraîner à devenir de plus en plus fort et mourir à chaque fois sur les mêmes choses dans le même champ de bataille, au même niveau de la plage pour réussir à le passer au bout d'un moment. On va dire qu'il monte de level en fait. Mais pas vraiment, parce qu'en fait il remeurt à chaque fois. Donc du coup c'est un peu comme si vous n'arriviez pas à passer un niveau, mais que vous recommenciez 30 000 fois le même niveau jusqu'à réussir à le passer. Et je trouve ça super pertinent de l'utiliser dans ce contexte là, parce que c'est un film qui est bourré de références à l'univers geek. Enfin bref, à force de mourir grâce à l'entraînement super badass de super badass Emily Blunt, mon dieu que c'est les badass, Tom Cruise commence à avoir des visions de là où est planqué l'Oméga. Il découvre que c'est dans un barrage à la frontière entre l'Allemagne et la France, et du coup il décide d'y aller. Ils arrivent à niquer tous les aliens sur la plage, ils sortent de la plage, ils prennent un break, ils se cassent avec Emily Blunt super badass, ils arrivent dans un champ, et là ils se mettent à faire une petite balade dans le champ. Non je déconne, en fait ils sont grave trop chauds pour aller péter la gueule des aliens. Du coup ils prennent l'hélico qui est dans le jardin du mec parce que c'est bien connu que tous les gens qui habitent en Normandie ils ont un putain d'hélico dans leur jardin. Et du coup ils partent, non je déconne, ils se font un petit café au coin du feu. Enfin bref, Emily Blunt se rappelle qu'elle est la meuf badass du film, donc du coup elle envoie chier Tom Cruise parce qu'elle comprend que Tom Cruise en fait il est en train de manipuler pour pas qu'elle meure parce qu'il l'a déjà vu mourir plusieurs fois. Et Tom Cruise il commence à être trop in love d'Emily Blunt. Emily Blunt elle s'en fout parce qu'Emily Blunt elle est pas là pour faire des sentiments, elle est là pour péter la gueule des aliens. Tom Cruise lui dit si tu montes dans l'hélico tu crèves, elle fait je m'en bats les couilles, elle monte quand même dans l'hélico, elle crève, puis après Tom Cruise il pète la gueule des aliens, l'alien il pète la gueule de Tom Cruise et Tom Cruise il meurt. Pour ralentir un petit peu en fait on découvre qu'il y a une relation inégale qui s'établit entre Tom Cruise et Emily Blunt. À chaque fois que le personnage de Tom Cruise rencontre Emily Blunt, ça s'ajoute au temps qu'il a déjà passé avec elle avant. Donc du coup pour lui c'est comme s'il la connaissait depuis des mois. Sauf que Emily Blunt elle redécouvre le personnage de Tom Cruise à chaque fois qu'elle le voit. Ce qui fait qu'elle le connaît depuis un jour à chaque fois. Donc bon comme Tom Cruise on a super marre de voir mourir Emily Blunt. Parce que même si c'est un héros américain, il a un cœur tendre. Et bien il décide de partir tout seul péter la gueule de l'Oméga. On commence à avoir des plans super badass sur Tom Cruise qui défonce absolument tout sur son passage, qui fout le feu à la maison du mec qui avait l'hélico, qui lui pique son hélico et qui va péter la gueule de l'Oméga dans le barrage. Et en fait, plot twist, c'est un piège et il y a un alpha qui l'attend et qui essaye de le péter sa gueule. Oui parce que ce que j'ai pas dit, en fait j'oublie plein de choses. C'est que Emily Blunt au bout d'un moment explique à Tom Cruise que si jamais il se vide de son sang ou si on lui transfuse du sang, il perd son pouvoir. Elle lui explique que c'est comme ça qu'elle a perdu le sien parce qu'elle a été transportée à l'hôpital après avoir été blessée sur le champ de bataille et qu'on lui a transfusé du sang. Les aliens commencent donc à comprendre que Tom Cruise a un pouvoir, qu'il peut reboot la journée lui et que eux ne le peuvent pas, et du coup ils essaient de le blesser à mort, de le faire se vider de son sang pour pouvoir reprendre leur pouvoir. Mais Tom Cruise il est pas si con que ça. Du coup Tom Cruise pour se tuer, eh ben il se noie. Ouais. Il se réveille, il va voir le mec bizarre de la vie aquatique pour lui expliquer ce qui se passe. Et là,
Emily Blunt et le mec bizarre de la vie aquatique lui révèlent qu'il y a un autre moyen de découvrir où est l'oméga. En effet, le mec bizarre de la vie aquatique a développé une technologie spéciale qui lui permet de repérer l'oméga en plantant des pics dans un alpha. Comme ils sont pas cons, ils se disent que s'ils le plantent dans Tom Cruise au lieu d'un alpha, ça marche aussi, du coup ils doivent aller le chercher, sauf que la technologie a été volée par Maugrey Folleuil. Du coup ils doivent retourner chez Maugrey Folleuil pour prendre le truc. Ensuite on a droit à une scène super cool de Tom Cruise et Emily Blunt qui essaie de s'infiltrer en Whitehall, qui me fait énormément penser à la scène de Next au début quand il est dans le casino. C'est cool Next, regardez Next. C'est avec Nicolas Cage. Voilà. Ensuite ils arrivent à rentrer dans le bureau de Maugrey Folleuil et Tom Cruise qui me plaint de ouh attention regardez le téléphone il va sonner, ouh attention votre secrétaire va rentrer là, ouh attention je suis bizarre. Du coup Maugrey Folleuil est super impressionné, il décide de lui donner la technologie, ils sortent, sauf que plot twist en fait, et ben ils sont attendus à la sortie. Du coup il y a Emily Blunt qui bute Tom Cruise et vu qu'on n'a pas le temps de refaire tout un pan de film où on te remonte ce qui s'est passé avant, et ben cut directement sur la scène de course poursuite. Il y a Tom Cruise qui se plante le truc dans la jambe et il commence à halluciner grave et il se rend compte que l'Oméga il est planqué dans le Louvre à Paris. Sauf que plot twist, il y a un mec qui les attendait avec une armure sur la route, il pète leur voiture, Tom Cruise se réveille à l'hôpital, on lui a transfusé du sang, il a perdu son pouvoir, fin du film. Non je déconne, c'est pas la fin du film mais je sais pas comment ils vont rendre ça intéressant vu que Tom Cruise a plus son pouvoir. Enfin je sais pas. Tom Cruise explique à Emily Blunt qu'il a perdu son pouvoir et qu'il leur reste que quelques heures pour détruire l'Oméga avant que les aliens lancent l'attaque sur la plage et que tout le monde soit mouru. Du coup Emily Blunt elle panique parce qu'elle sait que Tom Cruise a plus son pouvoir, sauf que Tom Cruise il a une super idée, il va réutiliser un élément scénaristique du début qu'il avait pas encore exploité. Du coup Tom Cruise retourne à la base militaire chercher des squads clichés, il leur explique qu'il arrive à remonter dans le temps et que maintenant il peut plus le faire et qu'il doit absolument aller faire une mission suicide pour faire péter un Oméga et qu'après tout le monde sera heureux et puis la guerre elle sera finie. Donc du coup ils vont à Paris avec un putain d'avion, ils arrivent, ils se font exploser, on a une redite de la scène du début, ils se crashent, ensuite il y en a plein qui se suicident parce que c'est des vrais héros américains. Il y a Tom Cruise et Emily Blunt, ils arrivent à péter le Louvre. Putain, pourquoi chaque fois que les Américains viennent à Paris, ils sont obligés de détruire des choses, ça m'énerve. Ah! Il y a Tom Cruise qui se transforme en vrai héros américain, il prend un fusil à pompe, il le charge, et puis après il descend dans les catacombes, et puis il tire sur tout ce qui bouge, et puis après il dit non, je vais me sacrifier pour mon pays, et puis Emily Blunt elle fait oui, allez-y, et puis elle l'embrasse. D'ailleurs, petite anecdote sympa mais que tout le monde s'en fout, dans cette scène Emily Blunt embrasse Tom Cruise parce qu'elle se souvenait plus de son texte. Enfin bref, Tom Cruise en vrai héros américain, il se jette à l'eau avec les bombes pendant que Emily Blunt elle attire les méchants autre part. Tom Cruise il jette les bombes dans l'Oméga, l'Oméga il explose, Tom Cruise il meurt et c'est la fin du film. Non je déconne, il y a Tom Cruise qui se réveille un jour avant pour découvrir qu'il a bien mis fin à la guerre et qu'il est plus mort, qu'il a récupéré son grade, il retourne sur la base militaire pour découvrir que les membres de l'escouade cliché sont en train de s'entraîner sans lui parce que maintenant lui c'est un putain de gradé, il va voir Emily Blunt, il lui fait un sourire tout pourri et là c'est la fin du film. Avec une musique super chiante qui colle absolument pas à l'ambiance du film. Alors, que penser du film? Ce film est un bon film. Pourquoi c'est un bon film? C'est d'abord parce qu'il y a des bons acteurs. On a Tom Cruise en personnage principal qui se prend absolument pas au sérieux dans la première partie du film et qui joue extrêmement bien le benet qui sait pas qu'est-ce qu'il fait là et qui a l'air totalement perdu sur le champ de bataille. Tom Cruise d'habitude on va faire des gueules pour aller casser des culs et des explosions derrière lui et tirer avec des pistolets et sauver des belles meufs et là il a juste l'air complètement con dans son armure et c'est absolument jouissif de le voir comme ça. Ensuite, Emily Blunt. Emily Blunt est juste à chaque instant du film. À aucun moment on a l'impression de l'avoir surjoué. Et c'est juste impressionnant la tripotée d'acteurs qu'il y a autour d'eux. On a Bill Paxton, le mec bizarre de la vie aquatique que je sais toujours pas comment il s'appelle, Maugrey Folleuil. Le film arrive à faire un bon mélange entre moments d'action, moments comiques et moments tragiques. Pour éviter que le film soit trop lourd en moments tragiques ou en moments d'action, on a des situations comiques qui viennent désamorcer le tout. Je veux dire, c'est normal, on est dans un film où les personnages passent leur temps à mourir. On a une thématique extrêmement lourde de la mort, ils sont obligés de trouver quelque chose pour le désamorcer à côté. Le comique du film passe avant tout par le montage. Grâce au montage, tout le côté pesant de la thématique de la mort est rendu comique par son aspect répétitif. J'en avais parlé plus tôt dans la chronique du fait que le film était adapté au départ d'un light novel qui répondait à des codes japonais. L'histoire de ce light novel a été formatée pour répondre à des codes américains. Je suis pas en train de faire une critique, c'est très bien fait. Dans le light novel, le personnage principal, incarné par Tom Cruise dans l'adaptation filmique, est un jeune adulte. C'est normal, le light novel s'adresse à un public de jeunes adultes, ils ont besoin de s'identifier au personnage, c'est pour ça qu'on a mis un jeune adulte en tant que personnage principal. D'ailleurs le personnage a une évolution qui n'est absolument pas la même que celle de Tom Cruise. Il commence directement en étant soldat et il va petit à petit s'entraîner, alors que Tom Cruise commence en étant une espèce d'anti-héros dans tous les sens du terme. Tom Cruise au début du film n'est pas qu'un anti-héros au sens strict filmique du terme, il est un anti-héros américain car il refuse d'aller à la guerre. Le héros américain de base devrait accepter d'aller à la guerre pour défendre son pays, ce que Tom Cruise ne fait pas. Il se pose obligatoirement dans une position d'anti-héros. Et c'est un choix d'adaptation qui a été fait et qui est brillant à mon sens. Pareil, rapidement on va parler des aliens. Dans le light novel, l'adaptation qui a été faite en manga papier, les aliens sont des grosses boules avec des pics et des dents. Ça a fonctionné en adaptation en manga papier car c'est quelque chose de statique, ça répondait à des codes de manga papier spécifiquement. Tandis que dans un film, on a besoin de quelque chose qui bouge, quelque chose qui soit dynamique, et ils ont dû repenser le design des aliens spécifiquement pour le film. Tous les éléments qui ont été réfléchis pour l'adaptation prennent sens du moment qu'on les observe du point de vue des codes des blockbusters américains.
De même, dans la light novel adaptation papier, Rita, le personnage incarné par Emily Blunt, se bat avec une énorme hache de guerre. Sincèrement, est-ce que vous auriez cru une seule seconde à l'écran Emily Blunt et Tom Cruise dans des armures d'Iron Man qui se battent contre des aliens ronds, noirs, avec des pics et des dents, avec des haches? Tous les choix d'adaptation qui ont été faits, les transpositions d'un média à un autre, montrent à quel point le réalisateur savait qu'est-ce que c'était que de faire un film, qu'est-ce qui allait marcher dans un film, qu'est-ce qui ne marchait pas, et surtout qu'est-ce que c'était que de faire un blockbuster américain. Et encore plus, qu'est-ce que c'était que la pop culture. Ça y est, on y revient. Je définissais la pop culture plutôt dans la chronique comme une sorte de réseau d'interréférences, une masse globale à laquelle tout le monde peut se référer sans être perdu, à laquelle tout le monde peut se rattacher dans un média. Edge of Tomorrow se construit exactement de cette manière, dans une sorte de réseau de références à plein d'éléments de la pop culture. Il me semble même que Edge of Tomorrow est représentatif de ce qu'est la pop culture. Dans Edge of Tomorrow, on retrouve Tom Cruise. Niveau tout le monde le connaît, il me semble que ça se pose là, et Bill Paxton. Ok, alors peut-être que seuls les plus vieux d'entre vous connaissent Bill Paxton, mais je vous promets que ce mec est l'incarnation de la pop culture. Il a joué dans Alien, dans Predator, dans Terminator. C'est incroyable. Si ces trois films ne représentent pas à eux seuls la pop culture, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Le film est vraiment bourré de références à tous les étages. Dans les références à Full Metal Jacket, Starship Trooper, car oui, j'ai gueulé comme un gros lourd tout le long de la chronique sur le fait que les squads étaient hyper clichés, mais c'est fait exprès. C'est justement pour entrer dans un réseau d'interréférences de blockbusters américains. Mais mettons tout ça de côté. Au-delà de faire référence à de simples films et de simples éléments de pop culture, le film fait référence à une culture commune, et c'est là qu'on en revient à la pop culture au sens le plus strict du terme. Le débarquement des troupes se fait en Normandie sur une plage contre les aliens. Ils ont gagné la bataille à Verdun. La bataille à Verdun et le débarquement. Et malgré tout, à côté de ça, le film arrive à s'autoriser quelques extravagances. Rien que la construction du personnage de Tom Cruise, la façon dont il évolue à travers le film, la façon dont il se construit, ce n'est absolument pas symptomatique des héros de blockbuster américains. Je veux dire, d'habitude, les héros de blockbuster américains, ce sont les années 80-90. C'est des mecs super baraqués qui arrivent, qui sont déjà entraînés, qui sont là pour péter des gueules et pécho des filles. Tom Cruise ne fait absolument pas ça. Il passe le film à se faire mal, à mourir, à se faire recaler par la fille, à se faire niquer sa race par les aliens. Mais c'est absolument génial. Bon, il y a juste une critique que j'ai à faire au film. Je ne comprends pas la scène finale. Voilà, je ne comprends pas, j'ai beau la retourner dans tous les sens. On a passé le film à me montrer que Tom Cruise se fait casser la gueule par des engins d'entraînement, et on voudrait me faire croire dans la scène finale que Tom Cruise arrive à passer à travers la pyramide du Louvre, à rouler sur des pierres, à péter la queue des aliens avec un fusil à pompe, et à quand même revenir après. Je trouve ça complètement aberrant, je ne me l'explique pas. À partir d'un certain moment, le film se transforme en blockbuster hyper cliché, et je trouve qu'il perd toute sa saveur, et je ne comprends pas. Oh mon dieu, j'ai compris. Ok, reprenons les films à l'inverse. Et si jamais Tom Cruise n'était pas le héros du film? On a cru que Tom Cruise était le héros du film parce qu'on nous l'a présenté comme tel. On nous a montré des codes de héros de film en nous disant regardez, c'est Tom Cruise, c'est lui le héros. Et si c'était pas lui le héros? Si depuis le début, le héros du film c'était Emily Blunt? Ok, le spectateur a énormément de mal à se focaliser sur Emily Blunt tout simplement parce qu'elle est pratiquement pas montrée au début du film, mais elle est absolument partout. Et c'est elle qui est traitée comme un héros de film américain, pas Tom Cruise. C'est elle sur qui on fait des plans badass, c'est elle qu'on voit se préparer de façon badass, c'est elle qui marave la gueule du gars à la sortie comme Schwarzenegger dans Last Action Hero. C'est exactement elle, le personnage de blockbuster américain. Tout le film va se baser sur le fait que Tom Cruise doit apprendre à être un héros américain. Et pas à être seulement un héros américain au sens strict du terme, à être aussi un héros de film américain, à être aussi un héros de blockbuster américain des années 80-90. Et c'est Emily Blunt qui va lui apprendre à faire ça. Son entraînement est plus que juste un entraînement dans le film, c'est un entraînement métaphorique pour qu'il puisse devenir lui-même le héros du film. Car à la fin, c'est lui qui va faire exploser l'Oméga et c'est lui qui va prendre sa place de héros. Mon dieu, mais c'est génial! Regardez, c'est Emily Blunt qui l'entraîne, c'est Emily Blunt qui casse le cul des aliens, c'est Emily Blunt qui fait tout péter, et du coup la fin prend tout son sens. À la fin, Tom Cruise, son personnage, a enfin acquis la posture de héros américain, et c'est pour ça qu'il arrive à passer à travers la fenêtre du Louvre et à se relever sans aucune égratignure. C'est parce que c'est devenu un héros de blockbuster américain. Essayez de le regarder comme ça, et ça devient absolument génial de voir comment Tom Cruise est entraîné à devenir un héros américain par une femme qui est de base le héros américain du film, et je suis content, je suis extrêmement content de ça. Ça veut dire que peut-être que l'humanité, peut-être que les spectateurs sont prêts à accepter qu'une femme soit un putain de héros américain et qu'elle casse des culs, qu'elle casse même plus des culs que Tom Cruise, et qu'elle soit là pour l'aider, qu'elle soit là pour aider le héros finalement et être presque le personnage principal. Et ça c'est génial, ça je trouve ça absolument fabuleux. Voilà, j'adore ce film. J'adore ce film parce qu'il me divertit, j'adore ce film parce qu'il a plusieurs niveaux de lecture, parce qu'il nous donne plusieurs clés de lecture, et surtout parce qu'il est bienveillant envers nous, parce qu'il nous montre des codes et qu'il n'a pas peur de les afficher au grand jour, parce qu'il est réflexif, parce qu'il met en avant la femme. Je ne sais pas, j'adore ce film. C'est vraiment, il vaut le coup. C'est pas, ne vous arrêtez pas juste au fait que c'est Tom Cruise, essayez de le re-regarder de façon différente, essayez de vous intéresser différemment au film, de le voir de façon différente parce que vraiment il vaut le coup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Essayez. Bisous. Mais